RCF. Jean Bart, salut à ta mémoire. De tes exploits, tu remplis l'univers. Ton seul aspect commandait la victoire, et sans rival, tu régnas sur les mers. Genoux à terre, regard vers la mer, chaque année, les milliers de carnavelleux dunkerquois chantent cet hymne appelé la cantate à Jean Bart. Plus de 300 ans après sa mort, ses paroles résonnent encore dans la cité de Jean Bart, nommée Dunkerque. Sa statue, dressée fièrement sur la place qui porte son nom, tient fermement son épée en hauteur, comme prête à aborder un navire ennemi. Mais qui es-tu, Jean Bart, roi des corsaires, fin stratège ou pirate sanguinaire? Les nordistes connaissent ton nom, mais connaissent-ils seulement ton histoire? La plupart des représentations antérieures de Jean Bart ne sont pas forcément très réalistes, puisque la plupart de l'iconographie qu'on a récupérée de Jean Bart, en fait, est une iconographie hagiographique, c'est-à-dire qu'en fait, on héroïse un petit peu, entre guillemets, on lisse les traits, on flatte le modèle. Avant de devenir le 3e port de France, Dunkerque fut un nid de corsaires, un lieu de commerce stratégique, une ville sous occupation espagnole, française, anglaise. Le port se retrouve condamné à la misère. Donc les marins sont au chômage, et donc quand la marine espagnole recrute ou va encourager à attaquer la marine hollandaise, eh bien la seule ressource pour Dunkerque, c'est la prédation. Et donc Dunkerque devient corsaire parce que c'est ça ou disparaître. Dunkerque, par ta convoitise, tu as créé une méthode de combat maritime bien à toi, la course dunkerquoise, où Jean Bart, ton plus fidèle serviteur, s'est illustré en maître, jusqu'au point de s'attirer les faveurs du roi Louis XIV. Il n'aimait pas la cour, mais fut pourtant anobli pour service rendu au royaume de France. Dans cet épisode, vous entendrez historiens, artistes, membres du musée maritime et portuaire de Dunkerque retracer, décrypter la vie de cet illustre marin. Évasion de prison, bataille navale exemplaire, sauvetage de la France de la famine, vous ne manquerez rien de la vie mouvementée de Jean Bart, le plus célèbre des Dunkerquois. Jean Bart, corsaire et héros de Dunkerque, un podcast RCF Hauts-de-France réalisé par Jean Duquesne. Jean Bart est né le 21 octobre 1650 à Dunkerque. Il est le second des 8 enfants de Jean Cornille et de Catherine Bart. On sait peu de choses de ses parents qui avaient incontestablement le pied marin. Les Bart étaient une famille de petits capitaines, second au mieux lieutenant de vaisseau sur un navire corsaire. Mais sortez-vous l'idée de la tête qu'ils étaient pêcheurs, on n'émince pas le poisson chez les Bart. La preuve avec Michel Jacobsen, ce marin intrépide surnommé le renard des mers et l'arrière-grand-père de Jean Bart. Sa statue est visible à l'hôtel de ville de Dunkerque. En bon marin, Jacobsen commence sa carrière maritime comme corsaire avant de finir amiral dans la prestigieuse marine espagnole. L'histoire de la famille de Jean Bart est mouvementée, elle compte sa part de mystère et son lot de prestige. Après une carrière maritime exemplaire, Jean Bart est anobli par le roi de France Louis XIV en août 1694. Un rang qui impose une histoire. Il faut alors lui créer une légende et Jean Bart se retrouve du jour au lendemain descendant des chevaliers teutoniques, un pur récit de science-fiction. Fait important, lorsque Jean Bart vient au monde, Dunkerque est une ville française, mais la commune du littoral fait l'objet de toutes les convoitises. 2 ans plus tard, en 1652, Dunkerque sera de nouveau sous la bannière espagnole, puis anglaise dès 1658, le tout après un long conflit, la guerre de 80 ans, qui oppose l'Espagne aux Provinces-Unies, aujourd'hui appelées les Pays-Bas.
la question qui se trouve posée avec Dunkerque dans les années 1650, c'est en fait la question essentielle qui est toujours une marine pour quoi faire. Patrick Villiers est historien, professeur émérite à l'Université Littorale Côte d'Opale. Il est l'auteur de 2 ouvrages de référence, Jean Bart, Corsaire du Roi Soleil, aux éditions Fayard, et Les combats de Jean Bart, aux éditions Ancre. Les Provinces-Unies étaient sous domination espagnole. Et les Espagnols ont comme problème qu'ils ont fait la conquête du monde colonial. Et pour conquérir le monde colonial, il fallait une marine, il fallait des marins. Et l'Espagne n'avait pas assez de marins. Donc, tant que les Provinces-Unies ont été sous domination espagnole, eh bien, les Hollandais, pour faire simple, ont été une grande partie de la marine espagnole. Mais à partir du moment où, comme vous le savez tous, commence la guerre de 80 ans, donc dans les années 1560, guerre qui va durer 80 ans avec la trêve de 12 ans, eh bien, les Hollandais vont, très rapidement, en moins d'une dizaine d'années, ils vont chasser les Espagnols de la mer du Nord. Il ne va leur rester que 2 lieux qui sont Ostende et surtout Dunkerque. Donc Dunkerque, qui n'était pas du tout prévu pour ça, va devenir le dernier bastion, le dernier port de la marine de guerre espagnole. Et c'est là que justement, il faut bien comprendre le problème, c'est que la marine espagnole dispose d'une marine de guerre, mais n'ayant pas assez d'hommes, fait appel aux corsaires, et Dunkerque est simultanément marine de guerre et marine corsaire sous les Espagnols, et qu'elle va retrouver ce rôle avec Jean Bart de 1672 à sa mort 1702, c'est-à-dire que on ne peut pas comprendre Jean Bart et les corsaires sans la reconstruction du port de Dunkerque sous Louis XIV. Donc on en reparlera, mais fondamentalement, Louis XIV a plus dépensé en argent pour la construction de Dunkerque que pour les bâtiments de Versailles. Dans tout ce tintamarre naît donc celui qui sera l'un des plus grands corsaires français. Jean Bart apprend à lire, écrire et compter auprès de son cousin, un curé dunkerquois, car voilà bien l'un de ses premiers combats, celui des langues. Dans la famille Bart, on parle flamand. Contrairement à une idée reçue, le marin parlait aussi français, comme le confirme l'historien. Ces gens des frontières, ils parlent plusieurs langues. Bon, ils parlent la langue de leur naissance, donc le provençal, le breton, le flamand, mais ensuite, ils parlent la langue qui va être liée à leur profession. La mère et la grand-mère de Jean Bart, qui sont liés au milieu espagnol et qui commercent avec l'Espagne ou avec les officiers espagnols. Vous savez bien que les officiers espagnols, à Dunkerque, ils apprenaient pas le flamand. Ils entendaient toutes les langues. Ils entendaient le français. Enfin, je veux dire, à 5 kilomètres de Dunkerque, la langue, c'est le français. Les Dunkerquois qui faisaient du commerce ne pouvaient pas ne pas avoir des rudiments de français. Bon, c'est aujourd'hui la même chose avec les Flamands qui sont le long de la frontière franco-belge. Bon, tous ceux qui sont liés au commerce, même s'ils sont flamands purs et durs, ils connaissent des rudiments de français. Autrement, il ne faut pas faire d'affaires. Forbin, qui pourtant n'aime pas Jean Bart, dit bien que c'est en parlant anglais que Jean Bart arrive à s'échapper des prisons d'Angleterre. Le jargon de Jean Bart, c'est une sorte de jargon polyglotte qu'on avait, etc. Bon, mais les gens des ports, vous ne pouvez pas être second capitaine, vous pouvez pas être premier capitaine sans, comment on s'appelle, des rudiments de langue, des rudiments d'écriture, des rudiments de lecture de cartes, etc. Donc, vous avez un savoir minimum. Cette éducation va se poursuivre pendant plusieurs années, mais alors, quand apprend-il à hisser la voile et à dompter les vagues ? Personne ne le sait vraiment. À l'époque, les enfants entre 8 et 10 ans commencent à embarquer avec leurs parents. On imagine aisément le jeune Jean prendre place à bord d'un bateau de cabotage, allant de port en port, dormant à même la coque du bateau, parfois pour de longues semaines. Une chose est sûre, Jean Bart était grand, très grand. En 1920, son squelette est retrouvé sous l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Cette découverte permet à un médecin légiste de confirmer que l'homme mesurait plus d'1,90 m, avec sans doute plus d'embonpoint que ce que laissent croire certains récits. Charles Debus est un artiste arageois. Fin 2022, il expose au musée maritime et portuaire de Dunkerque sa collection intitulée « Restitution physionomique de Jean Bart au décor anachronique ».
J'ai utilisé ce que j'appelle moi-même ma démarche d'iconographie expérimentale, c'est-à-dire que je vais fouiller dans l'iconographie, dans les représentations d'époque des personnages. Je vais essayer de faire un arbre généalogique de tous ces portraits et de remonter, on va dire, au portrait le plus réaliste, le plus probant, celui qui a toutes ses chances, en fait, de nous présenter le personnage, on va dire, dans une certaine réalité, dans un certain réalisme. J'ai croisé cette étude iconographique avec une reconstitution faciale de la tête de Jean Bart, puisque au début de mes recherches, je suis très vite tombé sur des clichés du crâne de Jean Bart, puisqu'il avait été exhumé dans les années 20 par une équipe d'archéologues, qui a été dirigé par le docteur Lemaire. Donc il y a eu un rapport de fouille, ce qu'on appelle maintenant un rapport de diagnostic archéologique. Ce rapport de fouille indiquait clairement que le personnage, les ossements qui avaient été trouvés étaient ceux de Jean Bart et de sa femme. Heureusement, ils ont pris un cliché de face et de profil du corsaire, de ce qu'il en restait. Et j'ai pu, grâce à la méthode, ce qu'on appelle la méthode DMP, c'est une méthode médico-légale française, qui sert à reconstituer des victimes, en fait, ça sert lors des procès, des enquêtes judiciaires. J'ai utilisé cette méthode-là, donc vous savez, c'est avec des plots, on met des plots d'épaisseur de tissu qui sont déterminés par des moyennes qu'on vient placer sur le crâne pour avoir, on va dire, les grandes lignes d'une tête, pour retrouver des traits généraux. Et j'ai fait cet exercice-là avec le crâne de Jean Bart. Je suis retombé sur des traits qui étaient très très similaire au portrait. J'ai joué le jeu, au portrait d'époque. En fait, j'ai croisé cette reconstitution faciale avec moi une interprétation que je faisais du portrait. En fait, j'ai croisé les deux et j'ai essayé de retrouver, on va dire, le vrai Jean Bart. On peut imaginer très très facilement que c'était déjà un homme assez costaud, entre guillemets, qui était fort. Pour l'époque, il a quand même une grande taille, environ 1m90, ce qui est encore assez grand aujourd'hui. On voit par rapport à ses ossements qu'il est de forte stature, les os sont assez épais, il y a donc de fortes attaches musculaires aux os. Vers la fin de sa vie, en tout cas vers la fin de sa carrière, il devait se tenir certainement un petit peu voûté vers l'avant. Il avait d'assez mauvaises dents, puisque il fumait beaucoup, il fumait la pipe. Et ça a endommagé beaucoup sa dentition. Très grand pour son âge et déjà fort de ses expériences en mer, Jean Bart, encore mineur, n'aura aucun mal à se faire embaucher par la marine hollandaise. Les Espagnols possèdent à l'époque la plus puissante marine du monde. De leur côté, les Hollandais n'ont pas à rougir de la leur. Leur flotte domine la mer Baltique, la pêche aux baleines et aux harengs, ainsi que le cabotage. C'est sous les ordres de l'amiral Ruyter, amiral le plus célèbre des Provinces-Unies, que Jean Bart commence sa carrière maritime. C'est là qu'il devient corsaire. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donne l'heure du départ, vite en mer et sans retard, faisons la guerre à l'Angleterre. Madame et Monsieur Bart, nous désespérions de vous voir arriver. Mon mari rentrait tout juste d'expédition cet après-midi. Je sais. Le temps pour un corsaire n'est pas le temps commun. La bataille sera rude. Nous ne sommes pas de taille à lutter au canon, leur artillerie est plus puissante que la nôtre. Aussi, nous emploierons une méthode qui m'est chère. Celle des corsaires. Jean Bart est l'un des plus grands corsaires français. Les corsaires sont d'impétueux marins, ne faisant pas partie de la marine royale, mais n'étant pas des pirates pour autant. La profession est extrêmement réglementée, les corsaires travaillent pour la couronne. Olivier Vermèche est historien à la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie. Le corsaire, c'est, je dirais, un pirate officiel. Le fait d'être corsaire, c'est une nécessité étatique. C'est pas du tout une volonté, j'irais d'utiliser la mer comme ressource de pillage. D'ailleurs, le pillage par un corsaire est interdit.
Alors je dis pas qu'il y a eu plusieurs corsaires sur Dunkerque, il y en a eu avant Jean Bart, il y en aura après Jean Bart, hein, notamment au début du 19e siècle. Cette façon de se faire la guerre va disparaître, même si on va retrouver pendant les conflits mondiaux du XXe siècle ce qu'on appelle des bateaux pirates ou des bateaux corsaires qui se camouflaient et qui, sous forme de navire marchand, est devenu un navire de guerre en quelques minutes. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs corsaires à Dunkerque. Maintenant, Dunkerque n'était pas qu'un port corsaire, hein. C'était un port de guerre, c'était un port marchand, c'était un port de pêche aussi. Il y a eu plusieurs. Maintenant, c'est devenu un port industriel. Les choses ont changé, évolué en fonction des temps, en fonction des besoins des États, en fonction de l'économie, en fonction aussi de l'évolution de la voile. Le terme corsaire vient tout simplement de la modification du mot course, de ce qu'on appelle la guerre de course. Le corsaire, c'est quelqu'un qui fait donc la guerre de course. Donc le corsaire, c'est quelqu'un qui travaille. Il peut même comme Jean Bart va être officier de la marine royale française. Il a un équipage qui n'est pas du tout normalement des marins de la marine royale ou d'une autre marine de guerre officielle. Il navigue, il peut avoir des personnes de cet état, mais c'est pas la généralité. Les fameux, ce que nous on Dunkerque, les fameux capres. Il navigue pour son état, donc à l'époque forcément le royaume de France, et son but c'est d'arraisonner les marines marchandes ennemies. Et normalement un corsaire doit évoluer par temps de guerre. Olivier Vermèche souligne un point important, le mot corsaire tire son étymologie de la course dunkerquoise, méthode de combat maritime inégalable et indissociable de la ville portuaire nordiste. L'objectif étant d'intercepter les navires ennemis et récupérer les cargaisons, une pratique très employée au XVIIe siècle que connaît bien Margot Ruot, responsable du pôle patrimoine et recherche au musée maritime et portuaire de Dunkerque. Les courses dunkerquoises, c'est précisément dans la mer du Nord, qui est une mer qui est assez difficile à naviguer, et surtout dans ce couloir qui est créé par la France et l'Angleterre, où c'est assez restreint. Donc il y a des trajectoires, il y a des endroits spécifiques où on peut naviguer, surtout avec les gros bateaux qui peuvent faire jusqu'à un peu plus de 30 mètres de long. Et en fait, il y a des bateaux qui vont avoir des marchandises qui vont être escortés. Et d'autres bateaux vont décider d'attaquer ces escortes pour pouvoir récupérer les prises. Donc c'est toute une stratégie et une tactique navale qui est assez spécifique à chaque capitaine pour aller soit attaquer directement les navires marchands, soit aller attaquer les escortes pour tenter de diviser ces flottes qui se déplacent d'un point A vers un point B. Jean Bart a la particularité d'être très chanceux et très courageux. Et c'est pour ça qu'il est aussi connu et que même si on l'a beaucoup héroïsé et qu'on a appuyé sur les points glorieux de sa vie, il faut quand même maintenir cette idée que Jean Bart, c'est un être exceptionnel qui a réussi à s'échapper plusieurs fois des Anglais, ce qui est pas rien, et qui a mené beaucoup de batailles et qui était capable d'aller attaquer des navires qui étaient 2 fois plus équipés que lui en termes de canons. Donc c'est pas rien. Je pense qu'il y a un point qui n'apparaît jamais en fait sur les peintures, c'est que vraisemblablement, vu toutes les batailles et tous les corps à corps qu'il a menés, il avait forcément des cicatrices en fait. Je peux pas imaginer un Jean Bart qui a la peau toute lisse, qui n'a pas eu la peau brûlée par le soleil, par le sel, par la poudre, qui n'a pas de cicatrices en fait. Ça me paraît complètement invraisemblable. Être plus rapide, être plus malin, être plus stratégique que l'ennemi, des qualités maritimes que doit avoir un corsaire et pour lesquelles Jean Bart s'est illustré en maître. Ce jeune corsaire n'apprend donc pas auprès de n'importe qui, mais de l'amiral Michiel de Ruyter, la puissance maritime de Hollande étant bien supérieure à celle de la France dans les années 1660. Et du travail, il y en a. Les Provinces-Unies et l'Angleterre s'affrontent dans la deuxième guerre anglo-néerlandaise. Patrick Villiers. En fait, il y a 2 conceptions sur mer qui s'opposent. La conception hollandaise, cherchez l'erreur avec aujourd'hui, liberté absolue. Après tout, c'est moi le plus malin, c'est moi le plus riche, donc je conquiers. Je conquiers les mers, je conquiers le commerce du poivre, je conquiers, etc. Parce que c'est moi le plus malin et c'est moi qui domine. Et puis de l'autre, vous avez les Anglais,
avec Charles Ier d'abord et Cromwell ensuite, qui disent nous, on veut contrôler notre commerce maritime et on veut que les importations, les exportations anglaises se fassent sur des bateaux anglais. Donc on va faire du protectionnisme. C'est ce qu'on appelle donc les lois maritimes. Et donc ces lois maritimes, ces fighting rules, donc, et elles vont, sous une forme ou sur une autre, durer jusqu'à temps que les Anglais adoptent le libéralisme sur mer, c'est-à-dire donc entre 1830 et 1850. Et donc, les Anglais et les Hollandais s'affrontent pour est-ce que le commerce est à tout le monde ou est-ce qu'il y a du protectionnisme. Première guerre anglo-hollandaise, défaite des Hollandais, donc les Anglais imposent leurs lois commerciales, que les Hollandais ne peuvent pas admettre. Cette fois-ci, ils prennent leurs précautions. Donc, ils arment des navires, ils transforment définitivement leur marine de commerce en une marine de guerre. Donc, entre 1625 et 1660, l'Angleterre d'abord, la Hollande ensuite, et enfin la France et l'Espagne vont abandonner la marine de commerce qui pouvait faire la guerre pour avoir une marine de guerre définitive et permanente. Ça veut dire créer des arsenaux, ça veut dire créer des officiers, des marins, ça veut dire créer construire des navires spécifiques, ça veut dire créer des fonderies d'artillerie de canon, etc. Donc ça demande un effort énorme, un investissement énorme, une part énorme du PNB. Faut pas oublier que les grandes révoltes des Français contre Richelieu, Mazarin et Louis XIV, ce sont des révoltes contre l'impôt, la pression fiscale multipliée par 3 au XVIIe siècle, et les armées de guerre permanentes passent de 15 à 20 000 soldats dans les années 1620-1630 à plus de 100 000 soldats en 1700. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et la marine a lieu dans ce contexte. Les conflits font rage dans la mer du Nord. Le Français Jean Bart, toujours sous pavillon hollandais, apprend et se perfectionne au combat maritime sous les ordres de son amiral, jusqu'à son premier exploit, attribué logiquement à l'amiral Ruyter, bien que le corsaire français ait fait partie de l'équipage, le raid sur la Medway, aussi appelé le raid sur la Tamise. Profitant d'une série de drames en Angleterre, les Hollandais sautent sur l'occasion et l'attaquent. Au début du mois de juin 1667, 62 frégates hollandaises remontent ainsi le fleuve de la Tamise. Les Hollandais prennent leur revanche. En Angleterre, il y a la grande peste de Londres, le grand incendie de Londres, etc. Il y a toute une série de mouvements sociaux qui font que l'Angleterre n'est pas à son maximum, au contraire. Et au contraire, les Hollandais ont le meilleur amiral du monde, l'amiral Ruyter. Et l'amiral Ruyter va d'une part battre les Anglais à plusieurs reprises, mais surtout, il va faire le raid le plus spectaculaire de toute l'histoire de la marine anglaise. Vous imaginez la flotte de guerre hollandaise qui remonte la Tamise et qui va jusqu'aux arsenaux anglais de la Medway notamment, où on s'empare des navires amiraux anglais. Ces navires amiraux anglais, on les ramène en Hollande, mais ces navires amiraux à 3 ponts, ils sont tellement grands, ils ont un tir d'eau tellement important qu'on peut pas les réutiliser. Et donc les Hollandais vont les démonter et récupérer le bois pour reconstruire des bateaux. Et ce raid de la Tamise, vous imaginez l'humiliation, ça. Vous imaginez la Royal Navy remontant jusqu'à Paris. Et inutile de vous dire qu'après le raid, les Anglais signent la paix, quoi. Donc, ils vont donc temporairement renoncer à leur protectionnisme. Un exploit hors du commun, mais attribué aux Provinces-Unies. Jean Bart est de sang français. Sa période, sous les ordres de l'amiral Ruyter, ne dure pas éternellement. En 1672 débute la guerre entre la France et la Hollande. Louis XIV ordonne le retour de tous les corsaires français au pays et l'obligation de se battre pour le compte du royaume de France. Jean Bart se retrouve alors obligé de se battre contre ceux avec qui il a hissé la voile. Finalement, quand on réfléchit à la guerre d'indépendance de Hollande, c'est quand même bien des Flamands, que j'appellerais du Nord, si vous voulez, qui se battent contre les Flamands du Sud. Donc, la guerre de Hollande, quelque part, c'est quand même une guerre qui est en partie une guerre civile. Donc, ils sont tous flamands, bon. Et se pose la question du prisonnier de guerre.
se pose la question de quand je prends une ville, comment est-ce que je la traite ? On voit malheureusement aujourd'hui les problèmes qui se posent en Ukraine ou à Gaza. Comment je traite l'ennemi vaincu ? Comment moi vainqueur ? Et justement, on sait que le grand-père de Jean Bart, dans un combat contre les Hollandais, a été à bord d'un bateau vaincu par les Hollandais, et tout l'équipage de Dunkerque avait été passé par les armes par les Hollandais, sauf le grand-père de Jean Bart et puis 2 ou 3 autres qui étaient mousses. D'ailleurs, pendant la guerre entre Espagnols et Hollandais, les navires de Dunkerque, quand ils affrontaient les Hollandais et réciproquement, pratiquaient ce qu'on appelait le lavement de pied à la dunkerquoise. Alors, le lavement de pied à la dunkerquoise, c'est très bien. L'équipage du navire vaincu est attaché 2 à 2, et on les balance à la mer les pieds les premiers. On extermine l'équipage ennemi. Jusqu'au moment où, notamment les Espagnols, se sont dit que c'était bête de perdre des marins, d'autant que les Espagnols avaient fait un truc assez extraordinaire, ils avaient fait venir des galères, des vraies galères. Et les galères, ça a besoin de rameurs. Donc ils se sont dit, au lieu de noyer les Hollandais, on va les faire ramer. Donc c'est ce qui a permis une première humanisation, si on veut. Quand Jean Bart se trouve pendant la guerre de Hollande, les rapports s'humanisent, on va se reconnaître, entre guillemets, entre gens civilisés, si on peut dire. Jean Bart a toujours... Alors je parle de toute l'expérience que j'ai de la vie de Jean Bart et des circonstances qu'il a fait, etc. Jean Bart, sur ordre de Colbert, a attaqué à plusieurs reprises les flottes de pêche hollandaises parce qu'il s'agissait d'affamer les Hollandais. Eh bien... Colbert, lui, il n'était pas regardant, il est à la cour. Vous devez me détruire les bateaux de pêche hollandais. Bon, allez-y. Eh bien, Jean Bart, à chaque fois, quand il s'emparait d'une flotte de pêcheurs de 10, 20, 30, 40 bateaux, il rassemblait les équipages sur 1 ou 2 ou 3 bateaux et il les renvoyait en Hollande. Il coulait les autres bateaux. Donc, il n'a jamais tué les équipages hollandais. Parmi les trois meilleurs capitaines corsaires de Dunkerque dans les années 1678, il y en a un dont le nom m'échappe, qui s'est échappé en Hollande et qui est devenu capitaine de vaisseau en Hollande. Donc vous voyez que la possibilité de transfuge, elle était importante. Et puis on a aussi tous les protestants qui, après la révocation de l'édit de Nantes, vont partir en Hollande. Donc Jean Bart, par exemple, a intercepté un bateau sur lequel on a découvert qu'une partie des gens qui étaient à bord étaient des protestants. Colbert voulait qu'on les maltraite, voire même qu'on les tue, et Jean Bart s'y est opposé. Il y a un certain nombre de chefs qui avaient une certaine humanité, et donc on peut dire que Jean Bart avait une certaine humanité. Après une séparation difficile, c'est donc en 1672 que Jean Bart devient un corsaire français et que se profilent les plus grands exploits du Dunkerquois. Le célèbre corsaire est désormais au service du roi de France. Jusqu'à la fin de la guerre de Hollande, en 1678, Jean Bart s'illustre comme un excellent marin et stratège. À l'époque, environ 40% des expéditions menées par les corsaires rentrent bredouilles, mais pas celle de Jean Bart. Écoutez Olivier Vermèche. Il s'est démarqué par l'efficacité de son travail, de sa navigation, de sa guerre de course. Donc forcément, il ramenait des approvisionnements assez conséquents, assez importants dans le port de Dunkerque. Il a navigué pas forcément qu'en mer du Nord, il a navigué aussi aussi un peu l'Atlantique. Mais forcément la majorité de ses courses ont lieu en mer du Nord. Et il a ramené, à Dunkerque et pour la France, nombre de convois maritimes, nombre de bateaux. Il a même mis à mal plusieurs escadres qui ont essayé de faire un blocus autour de Dunkerque en fonction des alliances, des conflits, et que ce soit les Hollandais, les Anglais et ainsi de suite. Grâce justement à sa connaissance des bancs et à son utilisation des petites unités.
Des prises fulgurantes signées Jean Bart, puis ramenées au royaume de France. Ça, c'est dans les faits. Mais en mer, comment se passaient les prises? Quel était le quotidien du marin? Patrick Villiers est un fin connaisseur des méthodes d'abordage. Et l'abordage, c'est le grand mythe historique. Alors le grand mythe historique, ça veut dire que les historiens comme moi, on est des historiens quantitatifs. C'est-à-dire qu'on a fait des milliers de fiches et à chaque fois qu'on avait un renseignement, on notait abordage, pas abordage, combat, pas combat, tant de temps, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que un navire corsaire a grosso modo un homme au tonneau. Donc si j'ai un bateau de 100 tonneaux, j'ai à peu près 80-90 hommes. Mais si je suis un navire marchand de 100 tonneaux, mon équipage, c'est 10 à 15 hommes. Donc vous avez compris que le navire corsaire, fondamentalement, entre 5 et 8 fois plus d'hommes que le navire marchand. Donc quand on arrive à l'abordage, je dirais vulgairement, les carottes sont cuites. Hein. Mais encore faut-il s'en approcher. Le navire corsaire doit être rapide, c'est sa qualité essentielle, et effectivement, a-t-il ou non besoin d'armement? Alors moi ce que j'ai démontré, c'est qu'on avait 3 types de bateaux corsaires, et que c'est valable, qu'on soit en 1620 ou qu'on soit en 1815. On a le corsaire côtier, qui est fondamentalement le corsaire de Dunkerque. C'est le premier bateau de Jean Bart, c'est-à-dire que c'est un tout petit corsaire. Hein. C'est un corsaire qui fait de 5 tonneaux. J'ai trouvé des corsaires de 5 tonneaux. Hein. 5 tonneaux, ça veut dire... alors un tonneau. Le tonneau de Colbert, on simplifie, c'est 1 mètre cube. C'est un volume et un port qui fait 1000 kilos. Donc, un bateau de 5 tonneaux, c'est un bateau qui porte 5 tonnes. Hein. C'est 4 coffres de voiture. Hein. Donc, vous voyez que c'est un tout petit bateau. Le deuxième corsaire, c'est 50 à 100, 150 tonneaux. Donc là, on est capable de naviguer une semaine à 10, 15 jours, etc. Et puis après, vous avez le grand corsaire, qu'on appelle le corsaire océanique ou autre, qui est capable d'aller jusqu'en Baltique et qui est capable d'aller sur les côtes de Norvège et compagnie. Mais c'est plus du tout les mêmes prix. Ce que nous montrent les combats de Jean Bart par Ozanne, c'est qu'il y a plusieurs tactiques. Vous attaquez sous le vent, vous attaquez au vent. La question qui se pose, c'est selon la taille du bateau, corsaire, il a une artillerie plus ou moins importante. Mais l'artillerie coûte cher. D'abord les canons, ensuite la poudre et les boulets, ça coûte cher. Il faut aussi avoir des gens qui savent s'en servir. Et donc en réalité, on a très peu de combats d'artillerie. En fait, le navire corsaire va louvoyer, va s'approcher le plus près possible de sa prise. Et au dernier moment, c'est-à-dire à 20, 30, 50 mètres, on va lancer l'artillerie sur le navire qu'on veut capturer. Il faut savoir qu'à l'époque, la poudre est une poudre noire qui fait une fumée extraordinaire. Donc quand vous tirez à bord des 2 bateaux, on n'y voit plus rien. Donc, si vous avez bien pris votre cap, vous abordez le navire que vous voulez capturer en profitant, si vous voulez, de la fumée. Les navires sont amarrés, et puis là, vous avez l'équipage qui attaque. Et donc, si vous êtes à 4 ou 5 contre 1, il est bien évident que le navire ennemi va se rendre. Les exploits marins de Jean Bart vont se multiplier pendant des années. La guerre de Hollande se terminant, Jean Bart laisse derrière lui son passé de corsaire pour devenir lieutenant de frégate pour le compte du roi de France. Puis arrive l'année 1689. Jean Bart, accompagné de l'officier de marine Claude de Forbin, est chargé de conduire un convoi de Dunkerque jusqu'à Brest. Mais les Anglais, plus nombreux, les prennent en chasse. Jean Bart et Forbin se retrouvent alors prisonniers. Margot Ruot et Charles Dubus. Ils sont pris en otage tous les deux en Angleterre. Ils restent dans les geôles anglaises un certain temps. Puis ils arrivent tous les deux à s'échapper. Ils arrivent, les sources sont pas très claires. Ils liment les barreaux apparemment. Ouais, la légende dit qu'il aurait limé les barreaux jour après jour en fait. C'était des prisons de l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Forbin met largement en avant son rôle auprès de Louis XIV et il dit que l'initiative est plutôt de lui et que Jean Bart aurait participé. C'est là où les sources sont un peu dissonantes. Toujours est-il qu'ils prennent une barque et qu'ils rament jusqu'à Saint-Malo. Et non pas jusqu'à Dunkerque, ils arrivent à Saint-Malo. Là, Forbin dit bien que Jean Bart a été exceptionnel parce que il a ramé tout du long sans s'arrêter, juste il mangeait un petit peu et continuait à ramer et s'est jamais arrêté. Ça fait une bonne séance d'aviron, je pense. Et ensuite, ils arrivent à Saint-Malo, Jean Bart retourne à Dunkerque et Forbin arrive à Versailles pour faire part de cet exploit. Cette évasion de prison rocambolesque permet à Jean Bart d'attirer encore davantage l'attention du roi Soleil, même si Louis XIV avait déjà bien entendu parler du corsaire dunkerquois.
Mais c'est en 1694 que Jean Bart réalise son plus grand exploit. Il sauve la France de la famine lors de la bataille du Texel. À ce moment-là, il y a des embargos qui sont mis en place et qui fait que la France a déjà du mal à produire suffisamment de blé pour pouvoir nourrir toute sa population. Et en plus, le commerce est compliqué puisque la France est en guerre avec une bonne partie de l'Europe. Et donc Jean Bart va réussir à libérer ce passage qui est important justement. Et il sera au large de Texel, donc c'est pour ça que ça prend ce nom-là. Et il va encore faire preuve d'une grande bravoure en allant directement au front naval de fait, et en attaquant les navires ennemis. Mais là, il est plus du tout corsaire, il est militaire. Le combat est inégal, 5 frégates, 2 flûtes et un peu plus de 200 canons côté français, contre 8 frégates et presque 400 canons hollandais. Mais Jean Bart, qui croit en sa stratégie, engage le combat. Vos ordres! Vos ordres? Quels sont vos ordres? La victoire sera française. 16 morts du côté de Jean Bart, plus de 300 morts et blessés du côté hollandais. Le Dunkerquois récupère les bateaux français contenant les cargaisons de blé volé. La France est sauvée de la famine. Déjà, je pense, mais après, ça reste de la théorie, c'était un vrai meneur d'hommes. Il avait comme il était très courageux et qu'il n'hésitait pas à aller au combat, je pense qu'on pouvait le suivre. On avait envie de le suivre. Et ça fait toute une différence dans les combats. C'est que quand on arrive à mener des hommes à se dépasser et à aller attaquer, ça crée une différence. Et puis aussi, militairement parlant, il avait une très bonne tactique. Il arrivait à bien positionner ses navires pour pouvoir mettre en déroute ses adversaires et surtout les séparer. Il était dans une tactique assez souvent de diviser pour mieux régner. Le récit de cette victoire éclatante arrive très vite aux oreilles du roi. Aussitôt, Jean Bart est autorisé à arborer une fleur de lys sur ses armes. Le roi Soleil, dans une lettre de noblesse, écrira: De tous les officiers qui ont mérité l'honneur d'être anoblis, il n'en trouve pas qui s'en soit rendu plus digne que son cher et bien-aimé Jean Bart. Par cette lettre, Louis XIV invite le marin à Versailles afin qu'il soit anobli. Pour cet habitué des mers, la cour de Versailles est une nouvelle aventure. Alors là, c'est amusant parce qu'on a certaines sources qui mettent en avant justement le fait qu'il était différent d'un point de vue positif et des sources qui mettent en avant le fait qu'il était différent d'un point de vue négatif. Donc on sait qu'il était complexé parce qu'il parlait pas très bien français et parce qu'il avait un mode de vie très différent. Il y a différentes représentations qui datent plutôt du 19e siècle, qui relatent des événements qui sont, si ce n'est complètement inventés, en tout cas bien enjolivés. Il y aurait notamment un épisode où Jean Bart était à Versailles et où on lui demande « mais comment est-ce que vous avez fait pour récupérer et pour abattre tous ces navires ?» Et il se serait mis à courir dans la foule de courtisans en les poussant, donc ils se seraient tous retrouvés par terre et il a dit « moi j'ai fait comme ça ». Et donc ça, c'est certainement un peu fantaisiste. On sait que vraisemblablement Louis XIV était intéressé par cette figure et qu'il avait dit que s'il avait des courtisans qui étaient aussi valeureux que Jean Bart, il arriverait à conquérir l'Europe plus facilement. Est-ce que c'est inventé? Est-ce que c'est réel? Difficile de savoir. En tout cas, on sait qu'il était différent et en fonction des sources, il y aura une approche différente. Jean Bart reçoit donc la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 19 avril 1695. Il vivra les 7 dernières années de sa vie dans la noblesse. Jean Bart meurt le 27 avril 1702 à 51 ans à Dunkerque.
Non pas en mer, mais sur la terre ferme, d'une maladie, dans son lit, laissant derrière lui un héritage familial et financier important, Patrick Vidier. Heureusement pour lui et malheureusement pour lui, donc la guerre revient en 1701. Jean Bart reçoit son beau bateau, le Fendant de 74 canons. Il dirige personnellement son entrée dans le port de Dunkerque. Il est tout heureux, il est à bord de son bateau, il est le roi et tout. Et il attrape, alors on ne sait pas trop si c'est une pleurésie ou est-ce qu'il avait déjà une tuberculose, enfin, etc. Enfin, toujours est-il qu'en une semaine, la mort l'emporte. Et là aussi, on a la correspondance. On voit les ministres qui s'inquiètent. Comment va Jean Bart? Il faut que j'en parle au roi, enfin, etc. Donc, la maladie et la mort de Jean Bart sont un des événements de la cour, quoi. Donc, ça nous montre bien le fait à quel point Jean Bart était connu et populaire. Jean Bart a fait 2 mariages. Le premier mariage avec Nicole Goutier. Alors ça, c'est amusant parce que Nicole Goutier, son père est le premier des aubergistes de Dunkerque. Et une des traditions des corsaires, avant de partir au combat, c'est que l'armateur doit payer un repas à tout l'équipage. Et ce repas, il faut le faire dans une auberge et compagnie. Et donc, effectivement, les aubergistes se frottent les mains à la recherche de cette clientèle. Et donc, Jean Bart fréquentait assidûment une auberge. Et la fille de cette auberge, Nicole, de 16 ans, qui est considérée comme une belle blonde, tombe dans les bras de Jean Bart. Et vous allez comprendre pourquoi. Jean Bart, à sa première campagne de prise, aurait reçu, selon moi, 10 000 livres tournois. À comparer au salaire d'un marin, si vous êtes matelot, sur un navire de guerre du roi, votre paye mensuel, c'est 10 livres. Si nous mettons le SMIC à 10 livres, pour faire une comparaison, si vous voulez, vous voyez donc qu'il a reçu 1000 fois le SMIC. D'une part, il paye toutes les dettes de sa mère, puis il lui paye un appartement, mais donc il a une belle petite fortune. Mais on connaît, donc il va voir le père Goutier et lui dit moi je vais épouser votre fille. Et le père Goutier va donner une dot de 10 000 livres. Nicole meurt très vite au 3e enfant, elle meurt en accouchant du 3e enfant, donc elle meurt à 22 ans. Jean Bart ne va se remarier qu'en 1689. Mais voilà ce qui est très intéressant, en 1689, il est officier du roi. Et le roi contrôle le mariage des officiers. Et qui Jean Bart épouse-t-il? Il épouse la fille du magistrat de Dunkerque, c'est-à-dire il épouse la fille du maire de Dunkerque, qui est dans le civil procureur du roi et qui est un des grands flamands partisans de Dunkerque la française. Jean Bart épouse quelqu'un au plus haut niveau, donc est parfaitement lettré, connaît le droit, connaît la comptabilité, etc. Et cette femme Marie Tugue va maintenant gérer la carrière politique de Jean Bart. C'est elle qui va gérer, si vous voulez, la deuxième vie de Jean Bart. Il lui a fait quand même 10 enfants. Et donc, si ça vous amuse, eh bien, puisque vous me demandiez de parler des héritiers de Jean Bart. Alors, en fait, celui qui, au début, semble avoir eu la carrière la plus brillante, c'est son premier fils, François Cornille, qui finira vice-amiral de France. Les 2 suivantes sont mortes en bas âge. De Nicole Goutier, il ne reste que François Cornille. Et au second mariage, eh bien, vous vous apercevez que, j'ai 5 enfants qui sont morts dans les 2 mois suivant leur naissance. Un garçon, Jean-Louis, qui meurt comme garde de la marine sur le navire amiral stationné dans le port. Et finalement, ce sont 2 filles qui vont donner des descendants qui existent encore aujourd'hui, mais c'est une postérité par les filles, il y en a 2. Jeanne-Marie qui est l'aînée, et puis Madeleine-Marie qui a également une postérité dans le Périgord. Jean Bart, à sa mort, avait 123 000 livres en biens propres et 38 000 livres en indivis, dont une partie parce qu'il y avait du premier lit, puisqu'il y avait une partie de la fortune de sa première femme qui devait être donnée à ses enfants du premier lit. Donc 150 000 livres, on voit que Jean Bart a très très bien géré sa fortune. Or, c'est pas le propre de la noblesse de bien gérer sa fortune. La noblesse avait plutôt tendance à tout dépenser, tandis qu'on voit que Jean Bart, vous voyez, il avait, grâce à Marie Tugue, très très bien géré sa fortune. C'est pas la noblesse qui joue au tric-trac tous les soirs à la cour du roi Soleil. Une fortune colossale, plus de 10 enfants au total, et pourtant, il ne reste que peu de choses de ce qu'a laissé Jean Bart à Dunkerque. Olivier Vermèche. L'un des grands regrets que l'on a, nous, en tant que Dunkerquois, c'est que sa maison a disparu dans les bombardements allemands de la ville en 1940.
On a souvent, quand on se promène dans les villes en France et en Europe, des plaques commémoratives sur certaines maisons, ici, né, où est mort, là, Jean-Bart, on n'a plus rien. On se connaît l'endroit forcément par superposition des cadastres, mais la trace que l'on a... Alors on a en plus... de cette période du règne de Louis XIV, on n'a plus grand-chose à Dunkerque. Alors pourquoi on n'a plus grand-chose à Dunkerque? Pourtant, Dunkerque a été l'une des plus belles citadelles, forteresses de Vauban. C'est en raison d'un traité d'Utrecht, que Louis XIV a signé, et les Anglais ont signé le traité, en demandant au Royaume de France de faire disparaître Dunkerque en tant que puissance militaire. Donc les remparts de Dunkerque avaient construit brillamment Vauban ont été rasés sous la allemande des Britanniques. Le port a été fermé. D'ailleurs, les Dunkerquois ont dû créer un canal, on appelle aujourd'hui le canal de Mardic, qui est devenu maintenant une voie de communication interne à Dunkerque, pour contourner cette fermeture du port et passer par une écluse plus à l'ouest. Cette maison se trouvait à quelques encablures de la plage Jean-Bart actuelle. Si physiquement, l'héritage de Jean-Bart a en partie disparu, il est loin d'avoir disparu de l'esprit de la ville de Dunkerque. Dunkerque, au cours de la Première Guerre mondiale, n'a pas connu, je dirais, de combat direct, puisque Dunkerque était la base arrière du front de l'Isère, mais Dunkerque a été bombardée par l'aviation, par la marine, par les dirigeables, par l'artillerie, par la grosse artillerie allemande. Donc Dunkerque a souffert des bombardements énormément pendant la Première Guerre mondiale. Dunkerque a eu forcément des destructions, mais Jean-Bart est resté debout. Deuxième Guerre mondiale, le centre-ville de Dunkerque est rasé par l'aviation allemande, notamment lors de la grande journée de bombardement du 27 mai 1940. Et Jean-Bart est toujours debout. Les Dunkerquois disent que Jean-Bart a résiste à tout. C'est un peu plus complexe que ça. C'est vrai que quand on se place à la hauteur d'un bombardier lourd au-dessus de Dunkerque et qu'on regarde la plage Jean-Bart, sa statue, c'est qu'une tête d'épingle finalement avec l'altitude. Donc le fait qu'il soit touché par un coup direct était peu probable. Mais c'est arrivé, il a quand même été un peu touché par des éclats, mais qui n'endommage en rien sa grandeur. Et dans l'art, le plus célèbre des Dunkerquois continue-t-il à inspirer les artistes? Nous avons posé la question à Charles Dubus. Il est vrai que Jean-Bart est encore assez peu représenté aujourd'hui. En fait, on connaît de lui pas énormément en tout cas pour le héros qu'il était, pour ses faits d'armes, etc. Il y a relativement peu d'iconographie comparé à d'autres personnages on va dire, du même statut. Il y a eu quelques bandes dessinées ces 20 dernières années qui parlent du corsaire. Au 19e siècle également, Léon Gérôme l'a représenté en train d'attendre, je crois, dans une antichambre de Versailles, où on le voit qu'il est très concentré, il est avec la perruque, etc., d'apparat assez concentré. Mais c'est vrai qu'au 19e siècle, il y a quelques reprises des tableaux anciens qui sont remaniés, on va dire, les artistes se les sont réappropriés. Mais il n'y a pas eu énormément de représentations de Jean-Bart que ça, en fait. Et bien sûr, que serait l'union entre Jean-Bart et Dunkerque sans sa chanson populaire, la cantate à Jean-Bart, chantée chaque année au carnaval de Dunkerque. En fait, si vous demandez qui est Jean-Bart, la réponse va dépendre de la personne à qui vous avez demandé. Dans le nord de la France, tout le monde va savoir au moins un peu qui est Jean-Bart, le roi des corsaires, le chef d'escadre. Si vous demandez à un Dunkerquois, il saura vous répondre, avec plus ou moins de certitude, mais un Dunkerquois, c'est aussi un carnavaleux, et Jean-Bart, c'est quand même la star du carnaval. Pendant le carnaval, on tourne autour de Jean-Bart pendant la bande, on chante Jean-Bart, Jean-Bart, salut à ta mémoire, donc ça reste un personnage extrêmement important pour l'union et l'unité de la ville. Si vous demandez à un militaire actuel qui est Jean-Bart, il ne saura pas forcément vous répondre, mais par contre, il connaîtra des navires qui portent le nom de Jean-Bart. C'est assez intéressant de voir qu'à partir du XVIIIe siècle et de Louis XV, on commence à nommer les vaisseaux militaires
selon les noms de grandes figures maritimes. Donc il y a eu plus d'une 20aine de navires qui se sont nommés Jean Bart, et encore aujourd'hui, il y a des navires qui continuent à s'appeler Jean Bart. À Dunkerque, on connaît un remorqueur assez important parce qu'il a fait beaucoup d'opérations de sauvetage, qui s'est appelé Jean Bart. C'était un énorme remorqueur, et il est dans la mémoire. Si vous demandez à un Français qui ne vit pas dans le Nord qui est Jean Bart, s'il est jeune, il pourra peut-être vous dire qu'il y a un Jean Bart dans One Piece. Et si il n'est pas du tout versé dans l'histoire maritime, il pourra vous dire « je ne sais pas qui est Jean Bart ». Donc c'est un peu la particularité de ce héros, si important pour l'histoire maritime, si important pour l'histoire navale, pour l'histoire du Nord, qui parfois est complètement inconnu. Jean Bart a marqué l'histoire de Dunkerque et continue encore de le faire aujourd'hui. Né dans une famille ordinaire, ses exploits et son courage furent extraordinaires. Sans oublier ses faits d'armes et sa dévotion totale au roi de France, qui font de lui une figure hors du commun à Dunkerque. Il reste peu de souvenirs du marin aujourd'hui, son héritage matériel a presque intégralement disparu, jusqu'à son portrait qui continue d'alimenter les débats. De son vivant, Jean Bart n'a pas été peint une seule fois, seuls ses ossements témoignent d'une taille hors du commun. Jean Bart continue de souffrir aujourd'hui du syndrome de l'inconnu célèbre, de ses débuts comme corsaire dans la marine hollandaise à sa fin de carrière dans la marine française et son anoblissement, sa vie hors norme mérite une place dans l'histoire. Sauf surprise, nous n'en apprendrons pas beaucoup plus sur Jean Bart. Les nombreuses légendes qui entourent sa vie ont participé à forger ce personnage dont raffolent les romans d'époque. Sa vie mouvementée continuera peut-être d'inspirer la plume de quelques écrivains ou le pinceau de certains artistes. Nul doute qu'il continuera pendant longtemps encore à faire rêver des générations de futurs aventuriers. Jean Bart, salut à ta mémoire. Jean Bart, corsaire et héros de Dunkerque, un podcast RCF Hauts-de-France réalisé par Jean Duquesne.